Bonjour à tous, bienvenue dans ce module d'e-learning sur l'action sociale au sein des sociétés de logement avec la participation des habitants. Que vous soyez un nouvel administrateur siégeant au sein d'une société de logement, que vous soyez un administrateur aguerri ou simplement curieux d'en savoir un peu plus, ce module vous donnera les clés pour comprendre l'action sociale menée au sein du secteur du logement public en Wallonie et dans quelle mesure les habitants peuvent s'impliquer activement dans les décisions et les actions qui les concernent. Tout au long de ce module, qui durera environ 1 heure, vous serez guidé par Laurence Dinunzio, directrice du pôle social de la Société wallonne du logement, qui vous présentera la mission sociale des sociétés de logement, contexte historique et méthodologie d'une approche en réseau. Dans un second temps, Vincent Van Daal, attaché au pôle social de la Société wallonne du logement, vous éclairera au sujet de l'accompagnement technico-social dans une perspective de développement durable. Ensuite, Paul Veraver, locataire de la société de logement Notre Maison, président du comité de locataires de cette société et également administrateur au sein de l'Association wallonne des comités de locataires et de propriétaires, reviendra sur la représentation des habitants au sein de leur société de logement via les comités de locataires ou CCLP. Quant à moi, Ludivine Osto, juriste au sein du pôle social de la Société wallonne du logement, je vous présenterai l'association wallonne des comités de locataires et de propriétaires, ou AWCCLP, dont la présidence est assurée depuis peu par Sabine Mercier. Je vous expliquerai comment cette association soutient au quotidien les comités des habitants. Je terminerai le module avec quelques mots sur la commission de recours et de contrôle, compétente en matière de contentieux électoral des CCLP et également compétente en matière de contrôle de leur fonctionnement. Tout au long de notre exposé, nous allons faire des efforts pour éviter de vous perdre dans le vocabulaire du logement social qui peut parfois être complexe. Si un terme vous semble malgré tout un peu trop technique ou flou, n'hésitez pas à faire marche arrière et jeter un œil au lexique que nous mettons à votre disposition. Cela vous permettra de mieux comprendre les concepts clés et de poursuivre le module en toute sérénité. Avant de passer la parole à notre première intervenante, j'aimerais juste souligner que les coordonnées de chaque orateur sont reprises au bas de leur présentation respective. Vous y retrouverez leur nom et prénom, leur fonction, leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail. Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour toute demande de renseignements relative aux informations présentées au cours de cet exposé. Et maintenant, je cède la parole à Laurence Dinunzio, directrice du pôle social de la Société wallonne du logement. Laurence va nous présenter le premier volet de cet e-learning intitulé « Contexte historique et méthodologie d'une approche en réseau ». Alors, l'action sociale au fil du temps, mais c'est important de pouvoir vous présenter très très vite en fait cette action sociale sous forme d'une ligne du temps. Je dis très vite parce que mes collègues par la suite vous présenteront les différentes thématiques reprises dans cette ligne du temps de manière plus approfondie. C'est juste pour vous montrer que l'action sociale au fil des années, c'est véritablement un fil conducteur en dynamique continue qui prend sens et qui porte ce sens depuis les années 70-80. 70-80, une crise économique importante, des nouveaux besoins se font sentir au niveau sociétal et notamment aussi un impact important au niveau des sociétés de logement. Des habitants parfois de plus en plus vulnérables avec des difficultés diverses et des besoins à accompagner. On commence à parler de l'accompagnement par et dans le logement, porté notamment par le secteur associatif. Alors, une fédération nationale des habitants des cités qui commence à se structurer aussi pour faire entendre leur voix et quelques SLSP pionnières qui commencent aussi à engager les premiers assistants sociaux, plus dans une approche notamment individuelle. En 1984, une date importante, la création des comités consultatifs de locataires et de propriétaires. En quelque sorte, c'est la réponse institutionnelle aux besoins des locataires pour favoriser leur participation et leur représentation.
Alors, CCLP, un groupe d'habitants bénévoles qui représente donc l'ensemble des locataires et des propriétaires dans chaque société de logement. 1995, une date importante, l'arrivée des premières régies de quartier au sein des sociétés de logement de services publics. C'est important qu'on puisse en parler ici parce qu'au départ, c'était des services à part entière des sociétés de logement. Alors, c'est l'arrivée de ces partenaires a permis de mettre en place un accompagnement social et l'action sociale dans une approche beaucoup plus globale que simplement l'approche individuelle de départ. Des missions se développent notamment au cœur des quartiers d'habitation en matière de redynamisation des quartiers, en matière d'insertion socio-professionnelle et bien d'autres. C'est donc une date aussi importante qui permet en quelque sorte un changement de posture en matière d'action sociale et d'accompagnement social. 2003, la création de la WCCLP, c'est important. Dans chaque société de logement, il y a un CCLP. Il faut donc une association qui les fédère pour mieux les accompagner, pour mieux les soutenir. Donc, une date importante, la création de l'association wallonne des comités consultatifs de locataires et de propriétaires. Alors, on parle de CCLP. Ils ont une voix délibérative à l'organe d'administration des sociétés de logement. 2006-2012, donc une date importante. Un administrateur, puis 2 administrateurs CCLP désignés par le gouvernement wallon au sein des organes d'administration des sociétés de logement. 2013, des comités d'administration qui accueillent aussi les premiers travailleurs sociaux. Intégration de 2 travailleurs sociaux désignés aussi par le gouvernement wallon au sein des comités d'attribution des sociétés de logement. 2014, une fonction importante reprise dans le Code wallon de l'habitation durable, la fonction du référent social qui, en quelque sorte, arrive en 2014 grâce, quelque part, à tout ce fil conducteur. Donc, une fonction qui est décrite dans le Code wallon de l'habitation durable et les missions sont prévues dans un AGW, l'AGW du 27/2/2014, donc relatif à la fonction du référent social et aux modalités d'accompagnement des ménages accompagnés. 2020-25 et 2014-2026, 2 moments importants, de nouveau un changement de posture en matière d'accompagnement social, des plans de rénovation importants, on parle de 25 000 logements impactés, de nouveaux programmes européens avec la rénovation, une rénovation qui est prévue dans une approche de développement durable avec de nouveaux équipements de plus en plus sophistiqués, donc qui exigent en quelque sorte en matière sociale de nouveau un changement de posture, une vision plus croisée, technique et sociale pour en quelque sorte mieux utiliser les équipements qui seront installés dans les prochaines habitations dans les années qui arrivent et jusqu'en 2030 d'ailleurs. Donc ce fil conducteur nous permet de vous montrer que l'action sociale, elle est mise en place dans une dynamique continue, elle est en évolution continue au fil des années et elle prend sens avec l'implication des partenaires, avec l'implication des habitants et de tous les travailleurs sociaux des sociétés de logement. Alors, en un simple clic, ici, on vous propose de découvrir une petite vidéo qui retrace en fait les différentes missions du référent social sur lequel je reviendrai dans le cadre de cette formation. Les différentes missions du référent social, mais ça n'aura plus de secret pour vous dès que vous aurez cliqué sur l'écran. Alors, pour aller plus loin, je vous parlais d'un cadre réglementaire et différentes définitions qui sont repris tant dans le code que dans un AGW. C'est important que vous puissiez consulter ce cadre réglementaire dans le cadre de vos missions. Donc, vous retrouverez la définition du référent social à l'article 131 bis du Code wallon de l'habitation durable. Vous retrouverez aussi dans ce code la définition de l'accompagnement social à l'article premier
11 terres. Vous retrouverez aussi la formation et le partage d'expériences qui a trait à la fonction du référent social à l'article 158 quinquies du Code aussi. Et les missions du référent social sont prévues dans un AGW, l'AGW du 27 février 2024, qui est donc relatif au référent social et aux modalités d'accompagnement du ménage accompagné. Je vous invite vraiment à consulter ces différentes sources réglementaires importantes qui permettent tout particulièrement de soutenir cette mission dans l'ensemble des sociétés de logement d'utilité publique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'ensemble du réseau, c'est important. En matière d'action sociale et d'accompagnement social, le référent social ne peut pas être seul à accompagner les locataires qui ont notamment le plus des difficultés, les locataires plus vulnérables. Vous aurez compris que quand on a des difficultés, quand on repère des difficultés au sein du logement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est que derrière, il y a aussi des difficultés à accompagner. Et donc, ce qui est important dans le cadre de cette mission, c'est que le référent social doit travailler dans le cadre de cette accompagnement, tout particulièrement avec l'implication des habitants qui l'accompagnent, c'est son premier partenaire, mais aussi un ensemble de réseaux de partenaires qu'il développe aussi en fonction des problématiques auxquelles il est confronté sur le terrain. Donc, dans cet exemple, on a cité, on vous a mis toute une série de partenaires prioritaires, ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, qui viennent du monde associatif ou public, parce qu'en fait, en matière d'action sociale, ce qu'il faut retenir surtout, c'est cette force du réseau, l'implication des habitants dans la démarche, et c'est surtout qu'ensemble, on va plus loin en matière d'accompagnement pour répondre au mieux aux besoins des locataires plus vulnérables. Alors, ce qui est important aussi, on vous parle de cette fonction depuis le début du référent social. Chaque société de logement a son référent social. Ça varie en fonction de la taille des sociétés de logement et de l'ensemble de son territoire. Alors, pour fédérer cette fonction, l'AGW prévoit aussi, c'est prévu aussi dans un cadre réglementaire, l'AGW prévoit la mise en place de plateformes professionnelles depuis 2012 maintenant pour partager les pratiques au sein du réseau. Alors, ces plateformes sont très importantes pour les référents sociaux. Elles sont ouvertes, bien évidemment, aux partenaires aussi, aux représentants des habitants. Ce sont des rencontres qui sont organisées par la Société wallonne du logement avec l'appui de SLSP pilote, SLSP chef de file, pour fédérer donc cette fonction de référent social et autres intervenants sociaux des SLSP pour construire une identité professionnelle commune et pour tenter d'harmoniser les missions. Ce sont de véritables lieux d'échange et de collaboration qui sont donc ouverts à tous, à d'autres partenaires. On peut citer les CPAS, le secteur de la santé mentale, les organismes à finalité sociale, le secteur associatif, les communes, les plans de cohésion sociaux, les relais sociaux, les CCLP, la OSCLP, etc. On y traite de sujets d'actualité en matière sociale, on y partage les pratiques, mais aussi on y partage les freins et les leviers. Et c'est important pour les travailleurs sociaux, ces rencontres-là, notamment parce que c'est important de partager aussi les problèmes qui sont rencontrés sur le terrain pour tenter ensemble de trouver des solutions aux réalités de terrain rencontrés. Alors, on y partage aussi les besoins en matière de formation, en matière d'outils nécessaires à la mise en place de ce métier important au sein des sociétés de logement. Alors, des mots-clés pour traduire cette fonction importante qu'est la fonction de référent social. Il agit au cœur des quartiers d'habitation sociale. Il agit aux côtés des habitants, avec leur implication. Des habitants qui ont surtout
beaucoup de capacités, beaucoup de ressources pour aider le référent social dans ses missions. Des quartiers d'habitation sociale où on retrouve avant tout beaucoup de cohésion sociale, beaucoup de solidarité, mais parfois aussi beaucoup de difficultés et des besoins qui nécessitent des réponses adéquates. Alors, accompagner, c'est être proche de la population, c'est agir à proximité des habitants avec une certaine présence pour tisser du lien, pour respecter l'intimité des familles. Accompagner les familles en difficulté, c'est un processus continu qui prend du temps. Alors, c'est important de le dire. Ça prend du temps parce qu'il faut tisser du lien. L'importance du réseau de partenaires ici, il est important, je vous le disais tout à l'heure, parce que les difficultés sont multiples et le référent social ne peut pas accompagner seul. Donc, le référent s'appuie sur tout un réseau de partenaires et il est lui-même un relais important pour créer ou recréer du lien avec les acteurs sociaux. Cette approche en matière d'accompagnement social, elle est multiple. Ça peut être une approche individuelle, elle peut être collective ou communautaire pour atteindre le plus grand nombre aussi, avoir un plus grand impact au niveau du terrain. Des axes prioritaires sont aussi définis au niveau réglementaire. Ils sont définis au travers différentes notions comme la pédagogie de l'habité, tout ce qui concerne la gestion du logement, la lutte contre les impayés, l'aide au relogement et tout ce qui concerne les droits et devoirs de chaque partie. De chaque partie, c'est-à-dire les habitants, mais aussi les sociétés de logement. Donc avant tout, ce qu'il faut retenir pour le référent social, c'est un relais important au cœur des quartiers pour des habitants qui sont le plus en difficulté. Ils travaillent en partenariat pour répondre au mieux aux difficultés des familles plus vulnérables. Depuis 2012, c'est donc une dynamique continue que l'on voit évoluer. Donc, je vous disais, nous mettons en place, en partenariat avec les sociétés de logement des plateformes professionnelles, depuis 2012, on peut les dénombrer, 160 plateformes professionnelles des référents sociaux ont été mises en place sur le terrain, où on a vraiment traité de thématiques diverses, des lieux d'échange importants pour le secteur. Des plans de formation, c'est important et c'est important que la réglementation les prévoit parce que, comme dans chaque mission, c'est important de pouvoir se former en continu pour développer ces missions au mieux, aux réponses aux besoins qui sont détectés sur le terrain. Je vous disais tout à l'heure dans la ligne du temps que des changements de posture avaient lieu à l'heure actuelle en matière d'accompagnement pour faire face à la transition climatique. Eh bien, notamment, ce plan de formation continue peut le prévoir. Alors, nous avons mis en place, en partenariat avec les sociétés de logement, différents plans de formation depuis 2012 qui ont traité de thématiques diverses, dont notamment la notion de développement du pouvoir d'agir, qui est importante aussi en matière d'accompagnement, s'appuyer sur les ressources des habitants est pour nous essentiel. L'accompagnement technico-social, qu'est-ce qu'on entend par l'accompagnement technico-social et la vision croisée technique et sociale? Ça a été traité aussi dans les plans de formation et mon collègue y reviendra tout à l'heure dans le cadre de cette séance de formation. Alors, des séances de sensibilisation, notamment à la mission sociale, parce que de nombreux travailleurs sociaux arrivent encore et sont financés. C'est important de pouvoir leur expliquer l'histoire aussi de l'action sociale pour qu'ils puissent mettre en place leur mission en tenant compte du contexte historique de l'action sociale au cœur des sociétés de logement. Depuis 2012 aussi, des colloques, de véritables plateformes régionales aussi. 10 colloques ont été organisés aussi avec des thématiques diverses en lien avec les besoins du terrain, notamment la notion de résilience du travailleur social, la notion de handicap
au cœur du logement public a été traité aussi de manière très large au niveau régional. La visite à domicile aussi a été traitée dans le cadre de ces colloques en reprenant les notions en lien avec l'accompagnement social, parce que quand on rentre dans le logement des locataires à accompagner, on rentre dans l'intimité des familles, et c'était important pour nous de rappeler cette intimité des familles et le respect de l'intimité des familles dans le cadre de l'accompagnement. Et nous avons eu la chance de pouvoir accueillir un philosophe très connu, le professeur Logno de l'université de Namur, qui est venu donner sa mission, qui est venu donner quelque part sa vision, non pas sa mission, mais sa vision de la visite à domicile quand on rentre au cœur du logement, des familles dans le secteur du logement public. Alors, un contexte général des chiffres clés, c'est important de rappeler aussi des chiffres clés dans les différents rapports d'activité que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Société Wallonne du Logement. 62 sociétés de logement, 103 556 logements d'utilité publique, 97 540 ménages locataires, mais en personnes logées, c'est plus important, 213 431 personnes logées au sein du secteur public, 44 490 candidats locataires en attente, c'est un chiffre qui évolue en continu et qui croît notamment en 2024, 96 référents sociaux, c'est important, il ne cesse de croître, ce chiffre, c'est important aussi de le signaler, 33 nouveaux intervenants technico-sociaux qui ont pu être engagés grâce à des financements dans les programmes d'investissement, dans les programmes de rénovation. Une AOE CCLP, 15 administrateurs, AOE CCLP qui fédère les CCLP, 480 membres bénévoles au sein des comités consultatifs de locataires et de propriétaires, 53 comités consultatifs comités consultatifs de propriétaires et de locataires en 2023. Nous avons lancé de nouvelles élections récemment, et donc ce chiffre va aussi augmenter en 2025. Alors, des actions concrètes en 2023, tirées du rapport d'activité, on dénombre 1554 actions concrètes. Vous le voyez ici dans le camembert que l'on vous présente, des actions concrètes en matière d'accueil des candidats locataires et des locataires, des actions de communication, des actions d'accompagnement individuel, des actions collectives et des actions communautaires. Alors, le camembert reprend les pourcentages des différentes actions. On note en fait d'une manière générale en matière d'accompagnement social que l'action individuelle représente le pourcentage le plus important. Et à partir de l'accompagnement individuel, les sociétés de logement, au travers notamment de la mission des référents sociaux et des autres intervenants sociaux des sociétés de logement, à partir des besoins qui sont repérés lors des entretiens, des visites à domicile, eh bien, les travailleurs sociaux développent des actions collectives avec l'implication des habitants et des actions communautaires que l'on peut citer notamment en matière de services aux personnes, d'infrastructures collectives, d'organisation d'événements ou des services d'éducation permanente. Je vous invite vraiment à consulter les rapports d'activité de la SWL qui sont repris sur son site, parce que vous pourrez aussi ainsi voir l'évolution des missions des sociétés de logement en matière sociale. Alors, c'est important de reprendre aussi toute cette importance de la prévention. Plus on investit dans un travail préventif, plus on récupère quelque part aussi du financement. Donc, des études démontrent qu'1 euro investi dans la prévention, c'est 14 euros de récupérer en matière de protection sociale.
En 2023, l'accompagnement social, pour vous démontrer que ça marche, on a des chiffres clés. En 2023, 1323 ménages en cumul des difficultés ont été accompagnés de manière plus spécifique, donc de manière plus individuelle, un accompagnement individuel qui est financé dans le cadre de l'AGOE en lien avec la fonction de référent social. Sur ces 1323 ménages accompagnés, on note un taux d'évolution positive, un taux d'insertion positif de 70%. Alors, cette insertion positive, elle est tant en matière de logement qu'en matière de santé, en matière d'insertion sociale, en matière d'insertion professionnelle, en matière de lien social, beaucoup moins d'isolement, plus de liens intergénérationnels et de liens interculturels. En fait, le taux d'évolution positive fait le lien en quelque sorte avec les axes prioritaires qui sont notamment repris dans les plans de cohésion sociale. Donc, d'une manière générale, on peut dire aussi que 16% des ménages sont accompagnés en fonction de leurs besoins, avec leur adhésion, dans les différents secteurs d'activité en matière d'action sociale, en matière sociale. 16%, ça veut dire qu'en majorité, les ménages n'ont pas besoin d'être accompagnés par les travailleurs sociaux au niveau du secteur du logement public. Et ça, c'est important de le rappeler parce que très souvent, quand ça va bien, on ne le rappelle pas. On voit plutôt les problématiques, on signale plutôt les besoins, mais moins quand ça marche bien. Donc, c'est important de pouvoir vous dire ici, dans le cadre de cette formation, que quand on prend tous les secteurs de l'action sociale, on peut dire que 16% des familles ont besoin d'un accompagnement et cet accompagnement, il est variable, bien entendu, en fonction des besoins. Pour certains, c'est juste de l'information. Pour d'autres, ça peut être un accompagnement plus soutenu qui rentre alors dans le cadre du ménage accompagné et qui est financé par la région wallonne. Alors, l'action sociale, c'est aussi plein d'autres secteurs d'activité, comme par exemple des propositions concrètes de relogement pour des ménages expulsés suite à une interdiction communale d'occuper le logement. C'est aussi le développement de nombreux projets Housing First pour loger les personnes sans abri avec l'appui du référent social et le réseau de partenaires, notamment les relais sociaux et les associations de promotion du logement qui sont financés dans le cadre de ce projet. À ce jour, on met à disposition 580 logements à des partenaires sur la base d'un article spécifique du Code wallon de l'habitation durable, l'article 132. Je vous invite à prendre connaissance de cet article. Donc, une mise à disposition de logements pour des ménages à faible revenu et 76 logements sur base de l'article 133, paragraphe 2 du Code aussi, à des fins sociales et d'intérêt public. C'est important de prendre connaissance aussi de cet article 133. C'est la mise à disposition de logements à d'autres fins que du logement, mais donc à des partenaires comme par exemple des AMO, donc des ASBL aide en milieu ouvert, comme par exemple un secteur associatif pour répondre à des besoins qui sont détectés sur le terrain et qui permettent aux sociétés de logement de travailler l'insertion d'une manière générale. C'est comme ça que l'on retrouve aussi dans le cadre de cette mise à disposition des ASBL comme l'ASBL Lire et Écrire qui viennent mettre en place des programmes de formation à disposition du public et pas seulement du public des sociétés de logement parce que ces activités sont ouvertes à tous sur le territoire. C'est dans ce contexte aussi que notamment les régies de quartier aussi mettent en place des formations à destination des locataires mais aussi des citoyens de la commune et bien d'autres activités en lien avec l'éducation permanente. Donc, ça permet en quelque sorte à l'action sociale d'aller plus loin que simplement l'accompagnement individuel, mais vraiment travailler l'insertion
d'une manière générale, au cœur même des quartiers. Et c'est important quand les personnes plus vulnérables ont des besoins plus spécifiques, c'est important de développer des actions à proximité des habitations pour pouvoir par la suite, en quelque sorte, retourner vers les partenaires traditionnels pour continuer l'insertion sociale et professionnelle notamment. Alors, l'appui de la Société wallonne du logement, c'est important de le souligner aussi parce que nous appuyons beaucoup les travailleurs sociaux dans ce contexte-là, notamment dans la formation continue à destination des référents sociaux, des intervenants technico-sociaux, des autres travailleurs sociaux, des sociétés de logement aussi, des membres CCLP aussi, des autres membres des CLSP. Donc, la formation continue est pour nous une mission importante. Nous coordonnons aussi les plateformes des référents sociaux en partenariat avec les sociétés de logement. Nous organisons des colloques en partenariat avec les sociétés de logement aussi et des partenaires. Nous organisons une veille sociale, c'est important, elle est mise à disposition des sociétés de logement, des travailleurs sociaux, mais aussi de la WSSLP pour qu'elle puisse faire aussi elle-même son propre réseautage. Nous mettons aussi à disposition et nous créons des brochures thématiques, des outils pédagogiques en fonction des besoins sur le terrain. C'est important de dire aussi que ces outils sont créés toujours dans une approche croisée, donc on ne les crée pas simplement à partir de la Société wallonne du logement, mais à partir de groupes de travail où vous retrouvez différents représentants, des représentants de la SWL, mais aussi des sociétés de logement, des comités consultatifs de locataires et de propriétaires, de partenaires, parfois aussi de la WSSLP et bien d'autres. Alors, on apporte aussi un appui sur le terrain en fonction des besoins et nous contrôlons aussi, bien entendu aussi, ça fait partie de nos missions, accompagnement et contrôle. Nous contrôlons aussi les subventions qui sont versées, notamment en matière sociale. Alors, pour en savoir plus, donc, je vous invite à consulter notre site internet. Vous y trouverez tous les rapports d'activité de la Société wallonne du logement à l'onglet notamment participer et l'onglet publications où vous retrouvez toute une série de brochures pédagogiques et d'outils utiles pour comprendre l'action sociale et les divers métiers du secteur du logement d'utilité publique. Les rapports de l'action sociale, vous les retrouverez à l'onglet participer. C'est important d'en prendre connaissance et vous verrez comme ça, depuis le début, l'évolution de l'action sociale au sein des sociétés de logement. Alors, en conclusion, je dirais que l'action sociale, c'est un engagement quotidien qui est en évolution continue pour soutenir les SLSP dans leur mission en matière sociale, pour renforcer la cohésion sociale et lutter contre la précarité, notamment énergétique, pour soutenir les habitants, pour favoriser leur participation dans la gestion des sociétés de logement. Et en perspective, c'est un changement de posture que mon collègue reprendra plus tard dans le cadre de cette formation. Merci Laurence pour le partage de ces informations. Tu as évoqué avec nous le changement de posture du travailleur social et l'évolution de son rôle et de ses pratiques face aux nouvelles réalités sociales, aux attentes des bénéficiaires et aux transformations des politiques publiques. Un exemple concret de changement de posture du travailleur social va maintenant nous être présenté par Vincent Vandal, attaché au sein du pôle social de la Société wallonne du logement. Vincent va en effet nous éclairer sur l'accompagnement technico-social et l'évolution du travail social face aux enjeux de développement durable des plans d'investissement. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie, nous allons aborder la question de l'accompagnement technico-social à travers des 2 derniers plans d'investissement dédiés à la rénovation énergétique des logements d'utilité publique. Le premier est le plan de rénovation 2020-2025, lancé en juillet 2020 par le gouvernement wallon. Le second, plus récent, RIPO-REU, un programme européen mis en place pour répondre aux défis énergétiques actuels. Ce qui retient particulièrement notre attention, c'est que ces 2 programmes insistent tous deux sur l'importance d'intégrer dès la phase de planification des rénovations des mesures d'accompagnement des locataires.
L'objectif est clair, faire en sorte que les améliorations techniques apportées au logement puissent réellement produire tous leurs effets, notamment en termes de qualité de vie et de performance énergétique. Concrètement, pour obtenir les financements issus de ces programmes, les sociétés doivent non seulement introduire auprès de la SWL les lignes travaux de leur programmation immobilière, mais aussi un plan d'accompagnement des locataires qui sont concernés par ces rénovations. Et l'Europe va encore plus loin, puisque dans le cadre de RIPORU, si l'accompagnement des locataires n'est pas mis en œuvre d'ici la fin du programme, le financement des travaux immobiliers devra être remboursé. Cela montre donc à quel point la dimension sociale est devenue une condition incontournable du succès de la transition énergétique. Reprenons rapidement le contenu de ces programmes de rénovation et les montants qui y sont consacrés. Le plan de rénovation 2020-2025 prévoit un budget d'1,2 milliard d'euros destiné à la rénovation énergétique de 20 000 logements. L'objectif est de traiter en priorité les logements les plus énergivores, pour leur permettre d'atteindre au minimum le label énergétique B. Pour passer d'un label F ou G à un label B, il faut réaliser des travaux d'assez grande ampleur, qui touchent à presque tous les aspects du bâtiment. Concrètement, cela passe par, premièrement, l'isolation du bâtiment, améliorer l'isolation thermique des murs, du toit, des combles et parfois des sols via le plafond des caves. Deuxièmement, le remplacement des menuiseries extérieures, fenêtres et portes sont remplacées par du double ou du triple vitrage avec des châssis performants, avec la pose d'isolants périphériques et parfois de membranes d'étanchéité pour éviter toute fuite d'air ou pont thermique. Troisièmement, l'installation d'un système de chauffage performant, par exemple un chauffage central avec une chaudière à condensation. Et quatrièmement, la mise en place d'une ventilation centralisée pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur tout en limitant les pertes de chaleur. À côté de ce budget, pour les travaux, un budget spécifique est prévu pour l'accompagnement social. 7,5 millions d'euros, soit environ 300 euros par logement, ce qui représente 0,6% du budget total. Le programme RIPORU a pour objectif principal de renforcer l'indépendance énergétique de l'Europe en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, il finance notamment la pose de panneaux solaires photovoltaïques afin de produire de l'électricité décarbonée et l'installation de pompes à chaleur pour chauffer les logements en limitant au maximum le recours aux énergies fossiles. L'objectif final est que le logement atteigne, après la pose des équipements, le label énergétique A. Cela implique que les logements sélectionnés pour RIPORU doivent déjà avoir atteint un label B. Ainsi, on est souvent dans la continuité du plan de rénovation. Certains locataires vont donc passer d'un logement mal isolé, sans équipement, à un logement complètement rénové et équipé d'un ensemble performant allant jusqu'à l'autonomie énergétique. Sur le plan financier, un budget spécifique pour l'accompagnement social est également prévu. 250 euros par logement, ce qui représente environ 3,5% du budget total du programme. Revenons maintenant sur les objectifs poursuivis au travers de l'accompagnement social dans le cadre des plans de rénovation énergétique. Premièrement, il s'agit d'assurer le bon déroulement des travaux. La majorité des rénovations se font en milieu habité. Cela signifie que les locataires restent dans leur logement pendant toute la durée des travaux. Leur implication est donc essentielle, par exemple juste pour donner accès au logement ou simplement aider à la préparation du chantier, par exemple vider les pièces, déplacer les meubles, les protéger des poussières. Certains travaux, eux, nécessitent parfois le relogement temporaire ou définitif des habitants, ce qui peut être une vraie source de stress pour les habitants. Les équipes sociales des SLSP organisent ces déménagements et accompagnent les locataires tout au long du processus. Dans ce cadre, on comprend rapidement qu'une communication claire et une participation active des habitants permet de limiter les perturbations et s'assurer que le chantier se déroule dans de bonnes conditions pour tout le monde. Un plan de rénovation se prépare donc avec les habitants bien avant l'arrivée des ouvriers. Deuxièmement, il s'agit d'aider les locataires à s'approprier les nouveaux équipements. Après les travaux,
il est essentiel que les habitants comprennent et sachent utiliser les nouveaux équipements, chauffage, ventilation, panneaux solaires, etc. Sans cette appropriation, sans l'acquisition d'une certaine maîtrise des nouveaux équipements, les gains énergétiques et aussi en confort espéré ne seront pas au rendez-vous. Le troisième objectif, poursuivi via l'accompagnement, est de garantir que les investissements réalisés soient durables, tant sur le plan énergétique, en assurant une réelle baisse des consommations, que sur le plan humain, en améliorant le confort et le bien-être des locataires, tout en renforçant leur pouvoir d'agir, que sur le plan financier également, en préservant la qualité des rénovations sur le long terme par justement l'appropriation des logements rénovés par les habitants. Alors que sont exactement les plans d'accompagnement des locataires ? Il s'agit en réalité d'une grille d'analyse qui sert de fil conducteur aux sociétés de logement pour concevoir les mesures d'accompagnement qu'elles projettent de mettre en place autour des chantiers de rénovation. Ce plan s'articule autour de 3 grands axes dans lesquels les sociétés vont décrire leurs actions d'accompagnement, en plus d'un budget prévisionnel qui décrit, lui, la façon dont les sociétés prévoient de dépenser leurs subsides en fonction des postes de dépenses éligibles. Le premier axe de ce plan d'accompagnement est donc la participation des locataires. Comme on vient de le voir, une opération de rénovation se prépare bien en amont des travaux, avec les habitants. Le rôle des équipes sociales est ici d'assurer une information continue de manière fluide et d'assurer la coordination permanente entre les locataires et les différentes équipes techniques. Concrètement, cela se passe par des actions comme la mise en place d'une cellule de coordination pluridisciplinaire au sein de la société de logement pour assurer une bonne communication en interne entre les différentes équipes des différents services, la création de différents outils de communication, brochures, capsules vidéo, l'organisation également de permanences sur chantier pour répondre aux questions en direct, l'organisation aussi de séances d'information collective, aussi des visites au domicile des locataires pour échanger directement. L'objectif est que le locataire soit informé, impliqué et soutenu tout au long du processus. Le deuxième axe est l'accompagnement social individuel en réseau. Derrière chaque mur, il y a des habitants, des histoires et parfois malheureusement des situations de détresse. Lors de ces programmes, il arrive en effet que les équipes tombent sur des situations de grande précarité ou de vulnérabilité qui n'étaient pas connues jusque-là de la société de logement. En fonction des besoins détectés, les équipes mettent alors en place un accompagnement individuel en lien avec les partenaires locaux et toujours avec l'accord et la participation des ménages concernés. L'idée, c'est de ne laisser personne de côté dans ces moments. C'est dans cet axe également que les sociétés décrivent les actions qu'elles mettent en place pour faciliter la préparation des chantiers ou organiser le relogement des personnes. L'accompagnement social ne s'arrête pas à la fin des travaux. Une fois le logement rénové, on l'a déjà dit, un nouveau défi commence, aider les habitants à s'approprier leur logement rénové et à bien utiliser les nouveaux équipements énergétiques. Ce n'est pas toujours si simple pour une partie du public puisque ces nouveaux équipements peuvent bousculer et changer en partie des habitudes de vie. Premier exemple, l'installation d'un chauffage central. Certains locataires ont parfois passé plus de 30 ans à se chauffer avec un convecteur ou un simple poêle, souvent installé dans le salon. Ils ont pris l'habitude de vivre autour de cette source de chaleur qui fonctionne par rayonnement et qui est très confortable quand on est à proximité. Mais lorsqu'on passe à un chauffage central, qui fonctionne lui plus par convection, ça change beaucoup de choses. La chaleur est plus diffuse, parfois moins perceptible, et même si elle est plus uniforme au sein de l'habitation, cela peut provoquer un vrai sentiment d'inconfort, voire une sensation de froid. Tout simplement parce qu'on ne retrouve plus la même sensation de chaleur par rayonnement. Il faut aussi réorganiser son logement. De nouveaux radiateurs sont placés là où anciennement il y avait déjà des meubles. Radiateurs qui nécessitent d'être le plus possible dégagés pour fonctionner au mieux. Apprendre à régler les vannes thermostatiques, comprendre comment fonctionne un thermostat d'ambiance, tout ça demande du temps et souvent plusieurs contacts, visites pour accompagner, informer, expliquer et rassurer. C'est la même chose pour la ventilation. Les logements rénovés sont beaucoup plus isolés et étanches. Il faut donc assurer le renouvellement de l'air avec des systèmes de ventilation mécanique. Si les habitants ne comprennent pas son fonctionnement, à quoi elles servent, elles risquent de ne pas être bien utilisées au risque de voir apparaître rapidement des problèmes d'humidité, voire de moisissure dans les logements.
Troisième exemple, les nouvelles habitudes de consommation liées au placement des panneaux solaires. Quand on installe des panneaux solaires, le compteur ne tourne plus à l'envers, comme avant. Pour faire des économies, il faut donc consommer l'électricité quand elle est produite et favoriser l'autoconsommation. On parle de déplacement de charge, par exemple faire tourner la machine à laver, le lave-vaisselle quand il y a du soleil. Sinon, malgré les investissements, les économies ne seront pas au rendez-vous. Enfin, si les logements se complexifient, le marché de l'énergie se complexifie également. Aujourd'hui, on installe des compteurs intelligents, communicants, avec des plateformes numériques pour suivre sa consommation. On parle de plus en plus du tarif capacitaire pour éviter les pointes de consommation, ou encore de partage ou de communauté d'énergie. En réalité, on demande aux consommateurs d'être de plus en plus actifs ou réactifs dans sa gestion de l'énergie. Pour une partie du public, ces changements liés à la transition énergétique nécessitent également un accompagnement. Voilà pourquoi l'accompagnement technico-social est indispensable même après les travaux. Parce qu'un logement rénové, c'est un logement avec une série de nouvelles pratiques. Cet accompagnement technico-social prend sur le terrain plusieurs formes. Par exemple, des visites à domicile avant, pendant et après travaux pour expliquer le fonctionnement des équipements et assurer leur bonne prise en main. Des ateliers collectifs pour sensibiliser aux bons usages et à la maîtrise énergétique des logements. Des collaborations avec les partenaires locaux comme les CPS, les tuteurs énergie, les régies de quartier ou le secteur associatif. Les sociétés qui n'ont pas de partenaires locaux sur leur territoire peuvent aussi engager, via le subside, des prestataires spécialisés dans la sensibilisation à la gestion durable des logements pour justement venir animer des ateliers collectifs dans les quartiers ou assurer un accompagnement technico-social individuel au domicile des personnes. Action. Ici, quelques exemples d'outils pédagogiques ou de communication conçus ou utilisés par les sociétés de logement. La réalisation de maquettes en plexiglas illustrant le fonctionnement de la ventilation pour montrer les flux d'air au sein de l'habitation et sensibiliser aux risques liés à une utilisation incorrecte ou à l'absence d'utilisation. L'achat et l'installation d'hygromètres chez les locataires pour permettre de surveiller facilement et d'objectiver le taux d'humidité de l'air ambiant afin de se rendre compte des besoins de ventilation et ou d'aération dans le logement. Des brochures d'information aussi, des fiches pédagogiques sur les nouveaux équipements, des capsules vidéo, ici un exemple de la société Lisco pour expliquer la mise en œuvre des travaux d'isolation. Parfois aussi des capsules reliées vers un QR code, par exemple ici le QR code placé sur le thermostat d'ambiance renvoie à une capsule vidéo de type tuto qui explique son fonctionnement et les différents réglages possibles. Action. Pour mener à bien cet accompagnement, le financement du volet social permet aux sociétés, en fonction des moyens financiers qui leur sont alloués, différents types de dépenses. Les sociétés peuvent notamment renforcer leur équipe sociale par l'engagement ou la désignation de personnel. Elles peuvent aussi engager des prestataires technico-sociaux spécialisés en sensibilisation à la gestion durable des logements. Dans le cadre du plan de rénovation, elles peuvent aussi financer les dépenses liées à l'aide au déménagement. Le petit matériel, en lien avec les actions mises en place, comme les hygromètres, sont également finançables, comme la conception des outils de communication. Pour mener à bien cet accompagnement, le financement du volet social permet aux sociétés de logement, en fonction des moyens financiers qui leur sont alloués, différents types de dépenses. Les sociétés peuvent notamment renforcer leur équipe sociale par l'engagement ou la désignation de personnel. Elles peuvent aussi engager des prestataires technico-sociaux spécialisés en sensibilisation à la gestion durable des logements. Dans le cadre du plan de rénovation, elles peuvent aussi financer les dépenses liées à l'aide au déménagement. Le petit matériel, en lien avec les actions mises en place, comme les hygromètres, sont également finançables, comme la conception des outils de communication. Action. Si on regarde la répartition actuelle des dépenses du plan Réno, on voit que les CLSP consacrent une grande partie de leur financement pour renforcer les équipes sociales. À ce jour, grâce au subside, c'est 33 intervenants technico-sociaux engagés ou désignés au sein des sociétés de logement pour mener ce travail d'accompagnement dans une vision croisée. Action. La SWL vient également en appui au SLSP. Une équipe d'appui au sein du pôle social est en contact permanent avec les SLSP pour les assister au mieux, répondre à leurs questions.
La SWL a également monté une centrale d'achat avec des accords cadres relatifs à l'engagement d'opérateurs extérieurs spécialisés dans la sensibilisation à la gestion durable des logements et à l'engagement également de sociétés de déménagement. La SWL organise aussi des plans de formation en lien avec la rénovation des logements à destination des équipes sociales, mais aussi ouvertes aux équipes techniques et représentants d'habitants. Elle développe et met à disposition une série d'outils pédagogiques, organise un reporting semestriel informatisé et assure la mise en réseau des référents sociaux, mais aussi des intervenants technico-sociaux qui rejoignent progressivement les différentes plateformes provinciales. Cette mise en réseau est au cœur de nos missions d'accompagnement des sociétés de logement. Elle permet d'organiser l'échange de bonnes pratiques et d'outils, mais surtout, elle permet de prendre le pouls, de répondre au mieux aux besoins des sociétés de logement, d'adapter notre appui. Elle repose bien entendu sur des sociétés pilotes et engagées, mais aussi sur des locataires impliqués comme les membres des CCLP. Merci beaucoup Vincent pour ton intervention qui nous confirme que des mesures sociales à destination des locataires doivent être développées tout au long des processus immobiliers pour que les interventions techniques soient les plus efficientes. Comme tu nous l'as expliqué, les mesures sociales développées au sein du secteur mettent l'accent sur une approche participative des habitants et leur permettent de s'impliquer dans la gestion de leur cadre de vie. C'est ce qu'on appelle la participation citoyenne. Elle repose sur l'idée que les habitants ne sont pas seulement des locataires d'un logement public, ils sont aussi des acteurs à part entière, capables de s'impliquer dans la gestion de leur logement, de sa rénovation, de ses aménagements, de ses abords et espaces. Mais pas seulement. Comme vous allez le voir avec notre intervenant suivant, le secteur du logement social en Wallonie a toujours été à l'avant-garde de la participation citoyenne. Il a historiquement intégré les habitants dans la gestion et l'amélioration de leur cadre de vie. Paul Verhaver, locataire de la société de logement Notre Maison, président du CCLP de Notre Maison et administrateur de l'AOE CCLP, va vous expliquer dans les minutes qui suivent en quoi les CCLP ou comités de locataires constituent des outils de participation citoyenne. À toi, Paul. 1973. Les pays exportateurs de pétrole réduisent fortement leur production pendant plusieurs mois. Le prix du pétrole est multiplié par 4 et c'est le début d'une crise économique majeure dans la plupart des pays occidentaux. En Belgique, en l'espace de quelques années, le chômage passe de 60 000 à plus de 400 000 personnes. Dans le logement social, de nombreux ménages voient leurs revenus diminuer. Comme à cette époque, les loyers sont calculés entièrement sur base des revenus, les rentrées locatives des sociétés de logement chutent de façon vertigineuse. Le secteur du logement social va réagir de plusieurs manières. Le manque de moyens va se répercuter par des difficultés dans les entretiens et les rénovations, ainsi que par une refonte du calcul des loyers qui vont augmenter sensiblement. Par réaction, de nombreux locataires vont se mobiliser et créer, surtout dans les grandes villes, des comités de défense de locataires. Ces comités se regroupent au sein d'une ASBL, la Fédération nationale des habitants de cité. Les comités de locataires vont réclamer au pouvoir politique d'être reconnus comme interlocuteurs valables. La réponse institutionnelle va apparaître en 1984 en Wallonie. Le ministère du Logement crée un décret sur les comités consultatifs de locataires et propriétaires qui sont institués dans chaque société de logement social. Actuellement, les comités consultatifs de locataires et propriétaires sont renouvelés tous les 6 ans. Le comité consultatif est composé de locataires et propriétaires de logement social et constitue avant tout la représentation de l'ensemble des locataires et propriétaires qui ont un lien financier avec la société de logement. Dès sa constitution, le comité consultatif constitue son bureau composé au minimum d'un président, un secrétaire et un trésorier.
et désigne 2 représentants qui siégeront à l'organe d'administration de la société. Le comité doit aussi signer un règlement d'ordre intérieur et procéder à l'élaboration d'un programme d'action pour les 6 ans de son mandat. Il doit tenir au minimum 4 assemblées par année, ainsi que participer à 4 réunions annuelles avec les représentants de la société. Action. Le comité consultatif de locataires et propriétaires a plusieurs missions. Tout d'abord, il rend un avis préalable et obligatoire sur diverses matières. Les relations entre la société, les propriétaires et les locataires, et l'information relative à toute matière portant sur les droits et obligations respectifs des sociétés d'une part et des propriétaires et locataires d'autre part. L'animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d'immeubles qui dépendent de la société. L'entretien et la rénovation des logements et de leurs abords. Le décompte annuel des charges ventilées selon leur nature, leur mode de répartition de celles-ci et le montant des provisions y afférents. Les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés de loyers et de charges. Le règlement d'ordre intérieur des immeubles, les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements collectifs à créer ou à réaménager, ainsi que sur les projets de construction de la société. Le comité contrôle annuellement et approuve les charges locatives dont le montant est fixé par la société, conformément aux critères arrêtés par le gouvernement. La mission fondamentale du comité consultatif est de défendre les intérêts des locataires et des propriétaires et de relayer leurs préoccupations auprès de la société de logement. Il s'agit essentiellement d'une mission collective, mais le CCLP peut aussi intervenir pour les cas individuels. Les comités consultatifs participent aussi aux décisions des sociétés de logement. Il faut aussi souligner que lors de sa constitution, le comité consultatif désigne 2 représentants des locataires pour siéger au sein de l'organe d'administration, participant ainsi pleinement à sa gestion et aux prises de décisions stratégiques concernant son avenir. Un nouveau comité consultatif est constitué tous les 6 ans. La prochaine législature aura lieu en 2030. Communication avec les locataires. Cette communication s'effectue de plusieurs manières. Par exemple, dans le cadre de l'accueil de nouveaux locataires, le législateur a prévu que chaque société de logement s'organise pour leur permettre de rencontrer les représentants du comité consultatif. Cette communication peut aussi s'effectuer par une information sur le site internet des sociétés et, dans certains cas, par le magazine d'information édité par la société et distribué directement aux locataires. En conclusion, le comité consultatif de locataires et propriétaires est motivé par la volonté d'améliorer le cadre et les conditions de vie des locataires, d'être un relais utile entre eux et la société de logement. La participation du comité au développement d'activités à caractère socioculturel concourt à améliorer le lien social, la convivialité et à mieux diffuser l'information au sein du public concerné. Présents sur le terrain, à l'écoute permanente des locataires, les membres du comité consultatif sont une source importante d'informations, de suggestions pour les gestionnaires des sociétés de logement. Action. Les membres des différents comités consultatifs de locataires et propriétaires ont un réel besoin de formation. Alors, ces formations, comment sont-elles organisées? Eh bien, il y a une réelle perspective de collaboration entre, d'une part, la Société wallonne du logement,
La OSCCLP, qui en fait est une ASBL qui regroupe l'ensemble des comités consultatifs de Wallonie, et certaines sociétés de logement qui participent également à la formation qui va être envisagée entre 2025 et 2030. Ces formations, pour la réalisation, on fera appel bien sûr à des formateurs externes. Elle va se faire en continu, soit en présentiel ou par visioconférence. Ces formations vont aborder différentes thématiques en lien avec les missions du comité consultatif, par exemple la procédure d'avis et d'approbation des charges, la gestion du subside de fonctionnement, la conduite de réunions, la dynamique de groupe, etc. Les comités consultatifs, au travers de l'association wallonne ASBL, participent également avec la société One du Logement et certaines sociétés de logement aux travaux du groupe de travail de l'article 155. Ils vont réaliser des outils pratiques, des circulaires, etc. Merci Paul pour ton intervention. On le voit, les perspectives de travail sont nombreuses et dans ce contexte, on perçoit plus encore l'importance de fédérer et d'encadrer les comités de locataires par le biais d'une association au niveau régional, la WCCLP, que je vais vous présenter en quelques mots. Depuis sa création en 2003, la SBL aide concrètement la Société wallonne du logement dans l'encadrement des comités consultatifs de locataires et de propriétaires. Elle a pour objet de fédérer les CCLP et assure sur le terrain ses missions d'information et de formation des CCLP. Elle les accompagne et les aide à remplir leurs missions. À noter que dans la foulée des élections 2024, la WCCLP vient de renouveler et d'étoffer son équipe d'administrateurs. On les voit ici en photo. Merci à eux pour leur engagement bénévole au profit du secteur du logement public. L'association est très active et participe notamment à un groupe de travail multidisciplinaire que l'on appelle groupe de travail GT 155 par référence à l'article 155 du Code wallon de l'habitation durable qui précise les missions des CCLP. Ce groupe de travail est composé de représentants des CCLP, des sociétés de logement et de la Société wallonne du logement. Il a pour objectif de définir les modalités de l'exercice des missions des CCLP, de partager des outils et des exemples de bonnes pratiques. À titre d'exemple, le groupe de travail a réalisé des outils permettant de faciliter le décompte annuel des charges locatives, ainsi qu'un support permettant de gérer et de sécuriser le contenu de l'information que les administrateurs, notamment les administrateurs représentant les CCLP, peuvent relayer à leur mandant. Elle réfléchit à l'avenir du logement public et principalement son financement. Elle participe aussi à la chambre de recours et à la commission de recours et de contrôle. J'y reviendrai par la suite. La Société wallonne du logement a conclu une convention de collaboration à durée indéterminée avec l'association. Via cette convention de collaboration, la Société wallonne du logement s'engage à lui apporter chaque année un soutien financier, un soutien juridique et un soutien logistique. La WCCLP est également subsidiée par le service public Wallonie. Pour plus d'infos, je vous invite à consulter le site web de l'association et à les suivre sur les réseaux sociaux. Les différentes interventions que vous venez d'écouter démontrent que la Wallonie a mis en place déjà depuis de nombreuses années un modèle où les habitants ne sont pas uniquement considérés comme des locataires d'un logement social, mais aussi comme des acteurs à part entière impliqués dans son fonctionnement et son évolution. Dans un même ordre d'idées, le Code wallon de l'habitation durable instaure une commission de recours et de contrôle, une commission unique en son genre dédicacée au comité de locataires. Cette commission statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral des CCLP. Elle peut également contrôler leur fonctionnement, en ce compris leurs comptes. J'y reviendrai dans quelques instants. Cette commission comprend un représentant des comités de locataires, c'est-à-dire un représentant des habitants, un représentant des sociétés de logement
un représentant de l'administration ainsi qu'un représentant de la Société wallonne du logement. La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par la Société wallonne du logement et son siège y est établi également. Voilà, et je lance le compte. Comme je vous l'indiquais, la commission de recours et de contrôle est amenée à traiter de différents types de recours. Premièrement, les recours introduits dans le cadre d'un contentieux électoral. On parle bien ici des élections des CCLP. Il peut s'agir d'un recours sur la liste des électeurs, sur le refus d'une candidature, sur l'affichage de la liste des candidats ou sur l'affichage des résultats du scrutin. La commission de recours et de contrôle est aussi amenée à traiter des recours introduits par le membre d'un CCLP qui cesserait de faire partie du comité ou qui en aurait été exclu sur base de l'article 24 de l'arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif au CCLP. Cet article énumère les motifs pour lesquels un membre CCLP cesse de faire partie du comité ou peut en être exclu. La commission de recours et de contrôle rend aussi des avis au conseil d'administration de la Société wallonne du logement dans le cadre de recours introduits sur base de l'article 155, paragraphe 1er du Code wallon de l'habitation durable, c'est-à-dire l'article qui reprend de manière exhaustive les missions d'avis préalables et obligatoires, ainsi que la mission d'approbation des charges dévolues au CCLP. Et je lance le compte. Enfin, la commission de recours et de contrôle peut aussi être saisie dans le cadre de son pouvoir de contrôle du fonctionnement des CCLP, en ce compris des comptes du comité. Le nombre de recours et réclamations est globalement en baisse ces dernières années et concerne davantage les relations entre membres CCLP. Cette évolution s'explique grâce à différents facteurs. L'élaboration de liens beaucoup plus étroits entre les sociétés de logement et les CCLP, le soutien des sociétés de logement et le rôle du référent social relais important pour le CCLP, le travail d'information, de mise en réseau, de médiation mené sur le terrain par l'AOCCLP avec l'appui de la SUL, le GT pluridisciplinaire coordonné par la SUL sur les missions du CCLP, la mise en réseau des bonnes pratiques de collaboration, le soutien du pôle social de la Société wallonne du logement, le rôle du commissaire et à l'avenir le soutien des nouveaux CCLP désignés à la suite de la relance des élections. Bon, on arrive à la fin de cette séance de formation en matière d'action sociale. Je voulais vous remercier avant tout pour votre écoute. J'espère que cette séance de sensibilisation vous aura permis de mieux comprendre les enjeux et les défis de la mission sociale des sociétés de logement. Pour conclure, je profite de ce module de formation pour remercier les sociétés de logement, pour remercier aussi à travers elles l'ensemble des référents sociaux, des intervenants technico-sociaux, des sociétés de logement, des autres travailleurs sociaux aussi, des sociétés, pour remercier aussi tous les bénévoles des comités consultatifs des locataires et de propriétaires, pour remercier la WCCLP aussi, pour remercier en fait tous ces acteurs pour leur engagement au quotidien auprès des habitants. Pour conclure la séance, vous le voyez ici sur la présentation, je dirais que la mission sociale des sociétés nous permet de mettre et de remettre l'humain au centre du dispositif. Le titre d'un colloque, c'est important pour moi de le citer, le titre d'un colloque de la WCCLP résume bien ce module de formation. Il portait ce nom, derrière les murs des humains. C'est important pour nous de le dire parce que parfois les humains sont oubliés et donc c'est important pour nous en matière d'action sociale de reprendre le titre de ce colloque parce qu'il résume tout ce que l'on vous a présenté en matière d'action sociale. Et la clé de la réussite, c'est véritablement le réseau. La clé de la réussite, c'est travailler ensemble au sein du réseau avec l'implication de tous les acteurs. Merci pour votre écoute.